L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, votre partenaire associatif. Si vous avez une petite entreprise, un OBNL, une association professionnelle qui se débat un peu avec la recherche de personnel ou l'exécution de certaines tâches, ben, SPG peuvent vous aider en exécutant les différentes responsabilités que vous avez un petit peu de difficulté à couvrir. C'est des pros, ils sont là depuis très longtemps. On remercie également Molson Coors de s'être joint à nous cette année, donc d'avoir distribué des breuvages lors des tailgates. Je bois la Molson Excel cette semaine. Et on remercie également Sev Cocktail Vodka Eau d'érable qu'on a pu déployer sur notre tailgate samedi dernier. C'était une première, donc on en a remis un maximum de membres. Puis je pense que globalement, ça a été très apprécié. Donc, on ne pourra pas vous faire essayer ça cette année, mais essayez-le si vous le croisez dans votre SAQ local. Bonne émission tout le monde. Et c'est fait, nous sommes dans la prévisible semaine avant Coupe Dunsmore. On l'avait dit au début de l'année, la seule vraie question, c'est où est-ce que ça va jouer? Ben, ça va jouer à Québec, encore une fois les Carabins et le Rouge et Or. On va revenir sur les matchs de demi-finale de la semaine passée. Avec moi pour faire ça, Éric Généreux, Tamel Kadi, François Mathieu, bonjour tout le monde. Salut. Yo. On l'a déjà dit, la mort, les taxes, la Dunsmore, Montréal-Québec. Même le titre de l'article de RDS cette semaine. Pour vrai? Ouais. J'ai pas regardé ça. C'est drôle. Ben, c'est un peu une certitude. C'est un peu une certitude, hein, dans le fond, avec la puissance des deux programmes. Il n'y a pas vraiment d'autres équipes pour rivaliser. Il y a Concordia qui nous a fait rêver un peu l'année passée, là, mais ça a vite déchanté. Ça n'a pas été très long. Et cette année, ben, encore une fois, on a eu Concordia à Québec. On va en parler, mais ça n'a pas été digne de grand-chose. Et que dire des Redbirds qui se sont amenés sur la montagne et qui se sont fait tirer à la Pelux. Ça n'a pas été joyeux de leur côté non plus. Mais de notre côté, ça a été très, très amusant parce qu'on a vu de superbes belles choses. On ne veut jamais dire que c'était un match parfait, parce que je pense que ça n'existe pas. Mais c'était mauditement pas loin, là. On était proche de parfait, là. Fait que, on va faire un peu le tour de ça. On va faire le tour des matchs éliminatoires à travers le Canada. Il y a eu des surprises. Fait que ça, on va avoir du plaisir à regarder ça. Et on va mettre la table pour les finales de conférence qui vont avoir lieu ce samedi. Donc, vous les avez à l'écran. Je vous les donne en 1000. Concordia, Université Laval, 18-41. Le Rouge et Or l'emporte. Un score qui est plus ou moins représentatif de l'allure du match. On va en reparler. Et sur notre montagne, c'est 42-3. Les Carabins sur McGill. Un score qui est totalement représentatif de l'allure du match. Les Carabins qui ont dominé de bout en bout. Je vous propose, comme à l'habitude, pour commencer, un petit retour sur le sommaire du match. En ouverture, ça prend 3 minutes 32 pour que Carl Chabot reçoive une passe de 17 verges de Jonathan Sénécal. Ça complète une poussée de 80 verges en ouverture et c'est déjà 7-0 Montréal. C'est Étienne Jacques qui fait la transformation. Lui qui était responsable des bottées cette semaine. Boyer était blessé ou du moins laissé de côté. 2 séquences plus tard, suite à une échappée, ben plutôt une mauvaise remise sur un dégagement qui fait banqueroute. Les Redmen qui récupèrent le ballon en zone des Carabins. Ils ne réussissent pas à gagner une verge, mais ils sont quand même à portée de tir. Ils vont marquer leur seul point du match, 3 points à cette occasion. Après un mauvais botté un peu plus loin, les Carabins reprennent le ballon en zone offensive. Ça leur permet de faire une courte séquence de 5 jeux qui est complétée par Fred Valqueta sur 5 verges. C'est déjà 14-3 Montréal. Début de la deuxième du deuxième quart, pardon. Une autre courte séquence de 2 jeux, 29 verges suite à une interception. C'est Jonathan Sénécal, 16 verges. Et on est à 21-3 au tout début du deuxième. Quelques temps plus tard, une longue séquence de 9 jeux, 80 verges se complète par une passe de 15 verges
de Muganda de Sénécal, 28-3. Étienne Jacques rate sa première tentative de placement, mais va quand même chercher le rouge, c'est 29-3. On doit se rendre en deuxième demi pour voir d'autres points. Une énorme séquence offensive de 105 verges. On traverse le terrain d'une ligne à l'autre, se complète par la plus petite course possible. C'est Barsalou sur une verge, une faux filade, 36-3. Et dans le quatrième, Étienne Jacques trouvera finalement la cible entre les poteaux pour 2 placements, un de 37 verges et un de 44 verges pour un score final de 42-3 Montréal. Étienne Jacques, son premier match comme botteur. On avait parlé des joueurs de la semaine qui étaient un petit peu durs à suivre. Ben, il est joueur de la semaine sur les unités spéciales. En même temps, j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé dans les autres équipes. On s'entend que McGill, leur botteur est 1 en 2. Donc, statistiquement moins bon. Puis sur les dégagements, il était assez horrible. Et à Québec, ben, j'ai pas trop regardé au niveau des unités spéciales. Mais tant mieux pour lui. Félicitations. Boyer n'était pas là. C'est Enrique James Leclerc qui faisait les bottées de dégagement. Qui a quand même bien fait, sauf la séquence que je vous ai parlé, mais c'était plus ou moins de sa faute. C'est la remise qui l'a raté. Donc, c'est là que ça nous amène. Il y avait quelques réguliers qui étaient manquants, notamment Levac Dembélé, Fontenard-Montas, on en avait parlé. On ne sait pas trop s'il va revenir, et Larose qui était manquant cette semaine. Donc, vos impressions sur le match, je vais commencer avec Tam. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, ça a été un excellent match sur les 3 facettes. Très peu d'erreurs. J'ai bien aimé le play calling offensivement. En fait, ça fait 2 ou 3 matchs que je trouve que le play calling est bien fait. Tu sais, j'ai chialé plus tôt dans la saison par rapport à ça. Là, je trouvais que c'était en fait depuis la game contre Québec, je trouve qu'offensivement, le livre de jeu est mieux appliqué sur les séquences, puis on profite mieux de nos occasions. Défensivement, un gros match. Les DB ont joué un gros match pour contenir du travail de l'ombre pour contenir Eloi, parce que souvent, il n'y avait pas de cible, ce qui faisait que le jeu avortait puis finissait par se faire plaquer, contrairement à la dernière partie contre McGill au Sepsum. McGill était très nerveux, ça paraissait sur le terrain, ça se sentait, puis en parlant avec du monde du côté de McGill, ben, j'ai eu cette impression-là. Puis je me suis fait dire aussi que les joueurs étaient nerveux. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait les séries, donc je pense que ça explique une partie de leur performance. Je pense que c'était pas leur meilleur match. Je pense que quand ils vont refaire leur bilan de saison, il y a certaines choses qu'ils voudraient peut-être refaire autrement, mais je pense qu'ils vont grandir de ça, puis ça va leur permettre d'être plus fort l'année prochaine en sachant quoi s'attendre d'un match de séries éliminatoires et au Sepsum de surcroît. Les unités spéciales, malgré le fait qu'on n'avait pas Boyer, ça a bien été. Jacques a bien fait sa job. Même le premier botté, le placement, le retourneur de McGill n'a même pas bougé. Lui était convaincu que le placement était bon. Jacques aussi était convaincu. Hein? Ouais, tout le monde sauf l'arbitre. Oui, c'est ça. Jacques est allé voir l'arbitre. Ça a donné une drôle de séquence de comme qu'est-ce qui s'est passé. Oui, parce que le retourneur l'a même pas joué. Il l'a laissé aller. Non, il l'a laissé aller. C'est pour ça que ça donnait un rouge, parce que le ballon n'est pas sorti du terrain. Il était en plein milieu de la zone début. Oui, puis Jacques est en face, puis tu le vois là, dans la reprise. Il dit, qu'est-ce que tu dis là qui n'a pas passé? Il est devant 2 poteaux. L'autre est en dessous. Là. Il y a peut-être une question. Ben, ça n'a pas joué son minding. Moi, j'ai bien aimé son énergie à Jacques. Là. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi enthousiasme comme le croco. Le croco. Il a inventé le croco. Ouais, c'est fun que toute l'équipe embarque dans ce. De voir autant les coachs que les joueurs. C'est vraiment le fun. Puis on a retrouvé la défensive de séries éliminatoires, le 5e match consécutif sans donner de toucher. Puis c'est pire que ça. Tu sais, je regardais les statistiques. McGill a 280 verges total, ce qui n'est pas si mal que ça, mais c'est vraiment entre leur zone début puis la ligne du milieu. À partir du moment où il arrivait au milieu, là, ça fermait, puis il n'y avait plus grand-chose. Qui aurait dit que c'est leur unité spéciale qui leur aurait permis de se placer en situation de 3 points? Parce que dans le fond, c'est le botté manqué ou la mauvaise remise qui a permis de faire des points, mais c'est comme la couverture des unités spéciales qui leur a permis de...
Ouais, mais c'est une mauvaise remise. On s'entend que. Non, mais il était ils se à la sont 2 fait donner un peu, celle-là. Non. Enrique, il était à 2 cm de partir pour une drive. Là. Il l'a pogné par le bout des pieds. Là. J'allais dire un peu ça aussi. Tu as raison, ça, Éric, de dire oui, c'est une mauvaise remise. Du couvreur de McGill qui a fait que ça ne s'est pas viré en un premier essai, cette affaire. C'est ça. C'est vraiment le joueur qui a réussi à y accrocher le bout du talon. Parce que sinon, il partait. C'est parti. François, tes impressions? Ben, je suis bien d'accord. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'ai manqué le premier toucher. Parce que. C'est quoi, t'es allé te chercher un hot dog? Ben non, mais on se souvient tous qu'on a redonné des bourses, nous autres, sur le terrain. C'est vrai. Moi, j'en ai profité pour passer par les toilettes. Puis, dès que je suis ressorti de là, calice, c'est 7-0. Pourtant, j'ai. T'étais dans le souterrain du Sepsum, là, à essayer de trouver les toilettes. C'est ça. Et pourtant, tu sais, je me suis pas éternisé là. Mais ça a été rapide. Hein? Le premier jeu rapide, pang. Puis ça a donné l'essence de la partie. On parlait aussi de l'énergie de Jacques. Moi, j'ai aimé l'énergie que toute l'équipe avait. Justement, quand ils sont embarqués avec leur histoire de croco, là, on dirait qu'on retrouvait nos carabins qui. Tu voyais dans le regard là, des joueurs ouais, de la défensive. Tu sais, nos joueurs qui dansent, puis qui sont là, puis qui ont du fun, puis qui sont dans leur zone, mais tu sais, qui aient du fun. Là. L'équipe de l'année passée, il y avait de quoi de vraiment différent. Puis en attaque, tout a marché. Puis tu as raison de dire que le play calling de Gab est extraordinaire parce qu'effectivement, ils ont réussi à plugger le bon play calling pour jouer. Bon, c'est sûr que de jouer contre la défensive de McGill, c'est comme de jouer contre un manchot qui a rien dans les mains, là, mais il a quand même réussi à faire avancer tout le monde. Les jeux étaient bons. Gab a fait toucher combien, pas Gab, mais Jonathan, je ne sais pas combien de receveurs. Combien de receveurs a touché le ballon? Une chier. Une, deux, tout le monde. On est à 6. 7, 8. Non, excuse, je suis du côté de McGill. Il y a 10 joueurs différents qui ont attrapé une passe. Exactement, ça c'est excellent. Puis là-dessus, il y a 4, je vais dire 5 personnes qui ont couru, là, parce qu'il y en a 6 de listés, mais là-dessus, il y a Barcelou qui a fait 2 sneaks, puis James Leclerc, que l'échappée est considérée comme une course, là. Mais c'est 4, mais Jonathan, c'est comme 29 en 36, une interception, 324 passes, puis là-dessus, on ajoute 55 au sol. Excellent. S'apprécie de grosse journée au bureau, là. Puis d'avoir contenu Éloi à moins de 100 verges par la course. Mais en attaque, effrayant. Mais en attaque, là, un des trucs qu'on voit moins, là, c'est comment les receveurs ont été excellents pour bloquer cette partie-là. Parce qu'une grande portion des gains, puis pas juste quand Joe se met à courir. Hey, Joe, à parté. Les hanches de Joe, là, il y a 2 joueurs de McGill qui cherchent encore des chevilles, hein? Ça m'a tué, ben. Hey, jetez le gars au sol. Avec le bob. Ils ont pris des cours avec Enrique pour les moves. En tout cas. Donc, ça, c'est la fin de mon aparté, mais ce que je voulais dire, c'est que la part des receveurs pour bloquer, la part de Riopel, Leclerc, Langlais, ces 3-là ont été extraordinaires, qui permettaient souvent soit au Joe, au porteur de ballon, ou au receveur de pouvoir, parce que c'était des screens, de pouvoir se dégager. Chabot. Même Chabot, tabarnouche, il y a un moment donné où à l'affût a pu passer entre lui, puis Chabot tenait son receveur, son couvreur. Ça, là, c'est des détails que j'ai l'impression qu'on ne voyait pas. C'est une implication des receveurs qu'on voyait les années passées, que je n'ai pas senti cette année. Ben, on voyait moins en début de saison. Je ne sais pas si c'est les choix de jeu ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas, mais. Là, on a beaucoup utilisé ça. Vraiment. Les receveurs étaient vraiment impliqués dans les blocs. Le retour de Legault, là. Même, c'est ça. Ouais. Le retour de Legault que j'espérais plus et que j'étais tellement content de voir. Parce que c'est un de mes joueurs préférés. Là. Je le trouve sympathique. Là. Individuellement parlant, j'aime bien le dude, mais je trouve qu'il apporte quelque chose au jeu par sa grandeur, sa rapidité. Il est quick et il réussit toujours à bien se positionner dans le centre. C'est un slot. Il réussit à bien arriver. Il apporte quelque chose. Puis on l'a vu, il n'a pas été hyper utilisé, mais toutes les fois qu'il a été utilisé, bravo. Puis, Riopel, là, il a attrapé une balle que je ne sais pas comment il a réussi à tenir parce qu'à un moment donné, il était à chercher. Il s'est fait rentrer dans le côté.
Hey, il a rebondi comme une pinball. Il était extraordinaire sur ce catch-là. Sérieusement, là, moi, j'ai chialé. On a chialé, mais je vais me mettre, moi, là. J'ai chialé vraiment comme des receveurs. Ça n'a pas été parfait, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur la game aujourd'hui. Même le jeu au sol, hein, ça a bien passé. Puis, tu en as glissé mot, Tam, la défensive. Depuis toujours, les Carabins réussissent à contrer Éloi, justement, en réussissant à le laisser en arrière. Puis la dernière fois, on l'avait échappé. Là, ce coup-là, Éloi a couru parce que, bordel, là, c'était un athlète, c'était un monsieur. Puis, C'est qu'on lui a pas donné de passe facile. Les DB, contrairement à l'autre partie, il était dans les culottes des receveurs. Exactement. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas d'option facile. T'sais, il a réussi 2 ou 3 passes parfaites, là, mais outre ça, souvent, il n'y avait pas d'option. Ou quand il voyait une option, ben, c'est ça qui a donné, les interceptions. Parce que, Grosse game de Gauthier. Grosse game de Gauthier. 17 en 28. 17 en 28. Fait que la tendresse est autour de son 50%, sauf qu'on ajoute les 3 interceptions. Il y a 84 verges au sol, mais là, avec 1,19 verges qu'il a fait, sa moyenne est à 6. Ça veut dire que les 13 autres courses, à peu près, il est en bas de 5 verges. Ça, c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il partait pour une course. C'était pas un sac, mais il faisait rejoindre à peu près autour de la ligne de mêlée, tombait vers l'avant, ça finissait là. Ouais, sa plus longue passe a été de 23 verges. C'est ça la différence. On a accordé autant de gros jeux. Contrairement à... On a réussi à contenir Simmons. Si tu comptes Simmons, tu comptes les jeux longs puis les... Mais Tam, tu as totalement raison. Lors de la dernière partie, puis j'en avais parlé, Éloi avait réussi à sortir. Il réussissait à se sortir, puis à étirer le jeu, puis à sortir comme une couleuvre, puis à lancer le ballon de façon, on ne sait pas comment, puis qui finissait par tomber dans les mains de ses receveurs, puis d'étirer ça sur des astis de longs jeux. Tu sais, Caboué, c'est tout ça, Caboué? Oui, c'est ça, Caboué qui avait réussi à des gros jeux. Simmons, là, ce coup-là, c'est l'Anglais qui a été très bon, qui a pogné 3-4 grosses balles. Mais outre ça, zéro. Ils n'ont jamais été une menace. Pour McGill, tu ne peux pas gagner un match si Simmons attrape juste 3 balles dans ta partie. Et à tout ça, tu ajoutes 6 sacs. Ouais. Puis là-dessus, on ne compte pas les fois que le porteur... match cette année, c'est ça. Là, ça fait que c'est pas, Je le sais, mais la pression s'est rendue. À ça, tu ajoutes ou tu enlèves, dépendamment comment tu calcules. Tu enlèves toutes les courses qui n'ont rien donné. Puis comme je dis, pour moi, quand tu plaques la tendresse à 1-2 verges passer la ligne de mêlée, c'est aussi bon qu'un sac, parce que eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est que le gars... Même s'ils gagnent juste un 2-3 verges, pour moi, c'est... Exact. C'est une victoire, là, parce qu'eux autres, pour réussir à avancer le ballon, il faut qu'ils soient capables de faire entre 6 et 10 à chaque course. Là. En théorie, par contre, là, ça aurait dû... Tu sais, ils ont manqué 2 bottées là, qui étaient pas très loin. Là. Leur botteur, vraiment, là, c'est vraiment... Il fait pitié. Là. Non, il était quand même loin, les 2 bottées qui ont manqué. Là. Il était loin. C'est un 42 puis un 46, là. Ben, c'est ça. Là. On les aurait réussi à mi-temps, avec une bière et un Subway dans les mains. Ce que je veux dire, c'est que... Ben écoute, il a fait 39. Tu sais, autour de 40 d'habitude. Je vais te donner le plus long cette année, là. Je veux dire... Je vais te donner le 46, il était tough. Le 42 était faisable. On va couper la poire en 2. Ouais, la réalité, c'est que normalement, les batteurs dans les RSEQ ne manquent pas des botteurs comme ça. Ben, puis ça aurait dû, mais... C'est un batteur recru aussi, là. T'as raison. Unité spéciale, ça a bien été. Je finis sur la défensive. C'est extraordinaire que notre unité défensive, que la deuxième équipe dont fait partie Nicky Farinaccio, ça n'a pas de sens. Je m'excuse, mais je vais le redire, OK? Nicky Farinaccio, le joueur défensif de l'année passée, le capitaine de la défensive, joueur défensif de la semaine et pas partant. Il joue, il est sa deuxième paire. Oui. Et il a joué essentiellement beaucoup plus tard. On a fait une belle rotation. Ouais, mais là, je pense que c'est de moins en moins vrai. Ouais, non. C'est selon les jeux et selon la couverture, je pense qu'ils vont avec le meilleur match-up. Oui, je pense que ça va être de moins en moins vrai. Il
Il a vu amplement de terrain. Puis en même temps, de la façon dont l'équipe fonctionne, les rotations de personnel, puis il y en a beaucoup. Tu passes pas à 10 receveurs, 6 porteurs de ballon, tant de joueurs différents qui font des plaqués puis des sacs. Si tu n'as pas beaucoup de rotation de personnel, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de ça cette année. Fait que, dans le fond, il y a premier, deuxième. Est-ce que c'est si significatif que ça? Comme tu disais, Tam, c'est plus une question de situation. Ouais. Donc, je regarde les stats là, pendant que tu reparles. Là, je regarde les stats statistiques là, qui sont à l'écran. Gab Lessard qui a 5. Ouais, c'est un de ses meilleurs matchs de l'année. Ouais, Gab, il a été. Je trouvais que lors de la première game, là, quand il rentrait, parce que vous vous souvenez qu'il essayait de rentrer, puis on dirait souvent qu'il rentrait trop vite, trop fort, en tout cas. Mais là, je regarde ses statistiques. Moi, quand j'ai réécouté la game, j'avais l'impression qu'Ojo était partout, surtout. Même Maisonneuve qui a fini, je pense, avec 0.5 plaqué. On le voyait tout le temps dans l'écran. Il était tout le temps dans le restreint. Mais c'est ça qui arrivait avec Eloi, par exemple. C'était pas le premier qui mettait la pression, qui le pognait. C'était le deuxième, parce qu'il est trop vite, trop fort pour se laisser... Ou le troisième, whatever. Mais il est trop vite, trop fort pour se laisser attraper par le premier. Mais ce qui était merveilleux de la défensive, c'est que t'avais pas juste un gars qui rentrait, puis là, Eloi pouvait se sauver de l'autre côté. Non, il y avait généralement quelqu'un d'autre qui était rentré par l'autre côté, puis il était pogné. Ouais, c'est ça. C'est dans la façon il était pogné en arrière. On faisait comme une boîte. Il y avait presque pas de chemin pour sortir, contrairement à la dernière fois que la pression souvent a réussi à rentrer d'un côté, puis on laissait l'entrezone. Si le bonhomme qui est au centre, il est capable de bloquer le corridor qu'il a vu, c'est fini, c'est une trappe à souris, puis that's it. Ouais, j'ai effectivement, tu parlais, est-ce que c'est une game parfaite? Non, mais j'ai pas beaucoup de, peut-être un peu de punition, qui n'a pas été atroce par rapport à d'autres games. Non, moi j'ai trouvé les punitions bien correctes. Là, non, mais pas d'indiscipline, pas de... C'est correct. C'est ça, mais tu sais, ça aurait pu être mieux. Mais pas une game parfaite, mais pas loin. Hein. J'ai aucune critique à donner. Good. Donc, c'est notre match. On va parler brièvement de ce qui s'est passé à Québec. Écoute, Laval l'a emporté. Ça n'a vraiment jamais fait de doute. Arnaud a sorti de la mochée. Ouais, pas mal de joueurs à mocher, par exemple. Oui, ça, c'est la grosse affaire. Concordia a scoré une coupe de points à la fin. De match. Ouais, c'est ça. Exact, dans le garbage time. Donc, tu sais, faut pas accorder énormément d'importance aux 18 points de Concordia parce que Laval a été vraiment en contrôle, puis les points ont été marqués contre l'équipe B. Mais comme vous avez dit, le temps d'embarquer l'équipe B, l'équipe A en offensive s'est fait cabosser un peu. Mais Concordia a été décevant de A à Z dans ce match-là et dans la saison. Là. Il va y avoir du questionnement à faire. Oui. Est-ce que c'est le temps d'un changement de head coach? Ou est-ce que, tu sais, on a beaucoup pointé, je pense pas, un des coachs universitaires, il en mouille pas, là, surtout quand tu es capable de mener le bateau. Non. Mais moi, je pense qu'il y avait... Avec l'équipe qu'il y avait sur papier, puis la performance, puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à soutirer de leurs joueurs, c'est décevant. Mais moi, je pense qu'il y avait quelque chose dans le groupe de joueurs, puis l'entre-saison va faire énormément de bien. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, je pointe vraiment plus sur... Je pointe vraiment plus sur le crew qui était là dans les joueurs par rapport au changement qu'il y a eu au coach offensif. En fait, la perte de surprenant était plus importante qu'il le pensait. Puis... ouais. Puis les gens qui n'ont pas voulu embarquer dans le nouveau système, ces gens-là vont se faire crisser dehors. Ils ne seront pas là l'année prochaine. Ils vont avoir des nouveaux cas. Moi, là... J'ai hâte de voir leur recrutement. Ou ils ne voudront pas revenir. Ça sera pas... Moi, je ne gagerai jamais contre Polo. À aucun moment de ma vie, m'a gagé comme Polo. En défensif, peut-être, mais leur gros du recrutement qui est nécessaire en ce moment à Concordia, c'est offensivement et non pas défensivement. Je suis totalement d'accord, mais Polo, c'est une machine de guerre. Défensivement, ils ont des belles assises. Donc, évidemment, on s'en va avec Rouge et Or Carabin pour la finale québécoise. On va en parler pour closer. Tam, fais-nous donc faire le tour des autres conférences, voir où s'est passé des surprises. On commence par l'Ontario là, pour. Il n'y a pas eu de surprise là, mais ça a quand même été des matchs plus serrés que prévu. Moi, la défensive de Laurier ne me convainc pas. Ce match-là n'aurait pas dû être tant serré que ça. L'offensive 29-21 Laurier contre Queens.
le corps de Laurier est, comment dirais-je, est très latin. Et souvent, pogne les nerfs et pogne des punitions de conduite antisportive et tout ça parce qu'il chiale Il y a le sang chaud. Il y a Ouais. le sang chaud. Il est émotif. Puis, quelques fois cette saison, ça leur a coûté cher sur le positionnement de ballon. Ils ont pogné 2 punitions d'inconduite d'affilée là, dans cette partie. Sur 2 jeux d'affilée. Laurier est ressorti gagnant, c'est ce qui devait arriver. Mais Queen s'est bien défendu. Ils ont fait quelques choix douteux sur un 3 et court, entre autres, qu'au lieu d'utiliser un des porteurs de ballon MVP de la Ligue, ont décidé de faire une passe et la passe a été droppée. Ça peut un peu annihiler leur chance de remonter. Western a gagné 30-19 contre Guelph. Ce fut un bon match. Merci au botteur de Western qui leur a permis d'enfiler beaucoup de points dans cette partie-là. Offensivement, disons que ça a été une journée correcte au bureau. La grosse surprise en Atlantique, c'est Saint-FX qui a perdu contre St. Mary's, qui a donné une leçon défensive à Saint-FX. Saint-FX a échappé 3 ballons qui ont été recouvrés. Il faisait-tu mauvais? Tu sais, on en avait parlé la semaine passée. Cap-Breton, pas particulièrement. Non, c'est une température correcte. Là. Correct pour le Cap-Breton. La grosse, le gros hic. 500 000. Ouais, mais le gros hic pour Saint-FX, c'était que leur porteur de ballon étoile n'était pas là. Fait qu'offensivement, ça a été un peu plus difficile. Ce qui a permis à St. Mary's de sortir on the top et de gagner leur laisser-passer à Lennoxville en fin de semaine. La Bishop a gagné 59-0. Là. 59-0, ça n'a aucun sens. Il y a dû avoir des sofas qui ont brûlé dans le campus sur le bord du parc. Si Bishop sort de l'Atlantique, j'ai très hâte de voir contre le gagnant de l'Ontario parce que les 2 équipes qui sont là, avec Royer, entre autres, sur la défensive de Bishop, je pense qu'ils vont avoir des pics. Fait que... Attends, mais là, t'es-tu en train de me dire que Bishop a une chance de battre Western? Moi, je pense qu'on va avoir un bon match. De là à dire, je ne sais pas parce qu'on ne les a pas vus interconférence, mais en pré-saison contre Laval, ça a quand même juste fini 25-3. Là. C'est une pré-saison. Ouais. Pré-saison, hein, c'est ça qui est. Ouais, mais Laval, c'est pré-saison, d'habitude, ils massacrent. Ouais, mais t'as raison, mais là, c'est une équipe à maturité. Je pense que ça a préparé BU à savoir c'est quoi fallait qu'ils visent pour être performant toute l'année. Hey, moi, j'aimerais des Huskies mauves de Halifax, on va aux Huskies verts de Saskatchewan. Qui ont joué UBC. Le plus fou. Vous avez probablement pas vu. Ça dépend. Moi, j'ai vu des séquences de l'autre, là, puis c'était fou pareil. Non, mais la totalité de ce match-là. Si vous avez une chance, allez sur le YouTube de Canada West. Eux autres, ils font un résumé de tous les matchs. Et le résumé des 2 matchs de demi-finale vaut la peine. Moi, j'ai écouté les matchs en entier, mais le résumé vaut le tout. Ce qui a fait mal dans ce match-là, parce que UBC était en avance pas mal tout le match, là, on s'entend que Saskatchewan est revenu dans les dernières minutes. On scorait, après ça, on fait un bot écho, récupéré, clac, là, ils sont allés faire les points gagnants pour partir de là en voleur. Knight n'était pas habillé pour UBC, ce qui leur a fait mal, puisque leur jeu au sol n'a pas fonctionné de la journée. Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne sais pas. J'ai de la misère à avoir des informations sur les blessés au RSEQ, fait qu'imagine pas de n'avoir dans l'ouest du pays. Les Huskies, ils ont une bonne petite équipe de vétérans, tu sais, Favre, leur QB est bon. Ils ont un des meilleurs porteurs de ballon au pays avec Frank. Si vous vous souvenez bien de Frank, qui était un
de ceux qui a couru contre nous en 2021. Il n'était pas le partant, mais un des... C'est celui qui était graissé, qu'on n'était pas capable d'attraper. Hein? Non, c'est pas lui. Ça, c'est Non, McCart, il était- Clark. Ouais, mais ok, c'est de lui que je me rappelle. Ils ont encore Weeb comme un receveur. Donc, ils ont des armes offensives. Pour moi, la Saskatchewan, un peu leur point faible, c'est leur défensive. Donc, le match-up avec Regina qui a gagné contre les Bisons, aussi sur un retour en fin de match. Ouais. Mais on l'avait dit, hein, l'Ouest, tout le monde peut battre tout le monde, puis c'est exactement ce qui vient de se produire. C'était ça. Drive de la victoire, genre, dans les 2 dernières minutes, là, tu sais, ils perdaient, ils ont remonté, touché de la victoire, puis je pense qu'il restait 19 secondes à Manitoba pour revenir. Puis, ça a été un des bons matchs offensifs de Regina, parce que cette année, offensivement, ils ont eu beaucoup de difficultés, là, même pas 2000 verges par la passe dans toute l'année, puis pas tant par la course non plus. Ils n'ont pas un porteur de ballon élite. Mais leur défensive est très, très, très solide. Et ce qui leur a permis de gagner ce match-là et plusieurs d'autres dans l'année, c'est de créer des revirements par des interceptions, par provoquer des échappées puis recouvrir ces échappées-là. Et ce qui fait qu'ils restent dans le match. Puis ça va être la clé s'ils veulent espérer l'emporter contre la Saskatchewan. Parce que, si on peut commencer par ce duel-là, la Saskatchewan... Les 2 matchs de cette année, ça a été très, 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 très serré. T'sais, le deuxième match que Regina a perdu à Saskatchewan, c'est qu'ils ont raté leur converti de 2 points pour égaliser. Moi, j'avais trouvé que Regina avait mieux joué ce match-là que la Saskatchewan. Le match-up est très intéressant parce que leurs forces et leurs faiblesses sont vraiment inversées. Donc, la clé pour Regina, ça va être de créer des revirements, de se créer des courts terrains pour permettre à leur offensive de profiter puis de marquer des points. Comme on voit, les 2 kickers des 2 côtés, c'est pas terrible. Tu as 50% pour le QB, pour le botteur de Regina dans l'année, 72% pour celui de la Saskatchewan. La Saskatchewan, leur botteur dans la demi-finale est 3-5 dans sa journée. Donc, tu peux pas... Il va falloir y aller pour les points, rester discipliné, limiter les trucs. Mais tu sais, le QB des Huskies, qui est Amundrun, je ne sais pas comment trop le prononcer, là. Lui, il aime ça essayer les ballons à haut risque. Ce qui a fait je pense qu'il a fini la saison avec 9 touchés pour 9 interceptions. Donc, un genre de Brad Favre, là. Je garoche, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Donc, ça pourrait profiter à Regina. S'ils décident d'y aller plus au sol, moi, je favorise la Saskatchewan parce que Frank est vraiment dominant cette année sur cette facette-là. Puis, ils ont plusieurs joueurs clutch dans cette équipe-là. Donc... Bon, mais on s'entend que ça peut aller pas mal de n'importe quel côté. Là. Pour moi, c'est un coin, puis ça me surprendrait même pas que ça soit Regina qui l'emporte. J'ai trouvé le nom de notre du porteur de ballon de Saskatchewan. C'est Adam McCart. Ouais. McCart, qui nous avait couru ça d'en face. 164 verges contre nous autres. Calique, ça n'avait pas de bon sens. Puis touché en fin de match, c'est ça qui avait fait la différence. Oui, mais c'est ça. Ils sont capables de remonter la Saskatchewan. Aucun avance, c'est safe. Mais c'est l'Ouest en général, ça. Non, mais dans l'Ontario, c'est un rematch Western-Laurier qu'on a vu en saison qui avait été solidement gagné par Laurier. Est-ce qu'on va voir la même chose? Probablement pas. Ouais. Mais ce match-là est encore joué à Laurier. L'avantage du terrain est important en série. C'est sûr que les conditions météorologiques, là, je pense qu'il annonce beau en fin de semaine. Là. Je ne sais pas du côté du vent, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Du côté des QB, j'avantage, pas des QB, des botteurs, j'avantage le botteur de Western, qui est parfait depuis 2 saisons en séries éliminatoires, du moins
les séries éliminatoires de l'Ontario. Il y a de l'expérience. Je pense que la différence peut être là dans ce match-là. La course de Western est un peu moins dominante qu'elle l'a été par le passé, mais elle est toujours, c'est toujours un monstre à deux têtes avec Edward puis Zasbeck. Puis Illock lance plus de ballons cette année. Ils ont commencé à diversifier un peu leur jeu offensif. Mais c'est pas une grosse menace, Illock. Ça a toujours été leur jeu au sol qui a donné le ton. Ah, mais cette Est-ce année, qu'ils sont c'est plus vulnérables balancé. à cause de ça? Non, Ouais. je pense que cette année, c'est plus balancé. Puis je pense que ça va les aider que ça soit plus balancé, en fait. Le wild card de ce match-là pourrait être le retourneur de Laurier, Jackson, qui a bien fait en saison régulière. Fait que c'est capable de faire un bon retour, puis même de faire peut-être un toucher, ses retours de botter de dégagement, ben, ça pourrait être un game changer. Puis du côté de l'offensive de Laurier, ben, ça va être de rester discipliné puis de ne pas se reculer eux-mêmes. Défensivement, les deux, moi, me plaisent pas plus qu'il faut. Des équipes offensives, beaucoup. Hein. Oui, offensives, mais ils ont encore Finlay qui est un de ceux qui a fait des dommages contre nous l'année passée, outre le score, qui a fait des beaux jeux contre nous l'année passée. Mais ça va être, moi je m'attends à un festival aérien, là, ça va être la défensive qui peut arrêter une drive de plus que l'autre. Et puis dans l'Atlantique, on va y aller rapidement parce que... Oui, on espère aussi. Ouais. Du côté de l'Atlantique, c'est à Lennoxville, donc à Sherbrooke. Ouais. On va y aller rapidement là, parce qu'il se fait tard. Mais on en a parlé un peu tantôt. St. Mary's qui revient en finale de l'Atlantique, eux qui avaient eu de la misère pendant des années. Et Bishop, finalement, qui se retrouve hôte de la finale. Avec un QB St. Mary's qui a pris le pôle en milieu de saison... qui a tassé le vétéran. Pour St. Mary's... Est-ce que les Huskies ont une chance? Ben, les deux matchs ont été serrés cette année. Le deuxième match, BU menait 19-0. Fait que pour eux, ça va être de jouer un 60 minutes pour ne pas leur permettre de revenir dans cette partie-là. Pour St. Mary's, la clé, ça va être de créer des revirements, ce qui ont été bons cette année à faire, puis qui ont été bons à faire contre Bishop. L'offensive de Bishop va devoir éviter d'échapper des ballons. Ils l'ont moins fait dernièrement en début de saison. Parfois, ça a été problématique. Puis, pas lancer d'interception. Quérion, quand même un ratio élevé. Ouais, je pense qu'il est 9-6. Mais tu sais, ils ont tellement des bons porteurs de ballon, BU, que je m'attends. C'est sûr que tu contrôles le ballon. Ouais, c'est ça. Tu contrôles le temps. Là, tu contrôles le chrono. Leur kicker, c'est leur deuxième QB aussi. Mais il a fait une bonne job cette année. Fait que... All right. Fait qu'on va aller parler encore une fois de la finale du Québec entre le Rouge et Or de Laval et les Carabins. Donc, bottée d'envoi à midi. N'oubliez pas, hein, c'est une heure un peu particulière. On a encore pas mal les mêmes adversaires qu'à l'habitude. Je te vois, François, hocher de la tête pour un kick-off à midi. Les langues sales diront que c'est pour pas que le tailgate dure trop longtemps. Ah, ben c'est pour être ça, Chris. Les gens de Québec vont juste être moins désagréables. Ouais, non. Ils ne veulent pas faire comme l'année passée puis que le match des Alouettes soit en même temps. Ben oui, je le sais. C'est pour ça que je disais ça de même. Ben, mais moi, j'aime mieux penser que c'est pour que les gens de Québec soient moins sous, là, mais... Donc, comme on disait, pas mal les mêmes acteurs sont de retour. Il n'y a pas beaucoup de changements. Bon, il y a les batteurs, on ne sait pas trop. Blessés des deux côtés. Fait que ça va dépendre de qui va être habillé. Je pense que ça va être une des surprises. Je pense que tous les joueurs qui sont dans un état de pouvoir jouer vont jouer parce que tu ne veux pas manquer le match de l'année. Mais on ne peut pas avoir deux équipes plus égales, je veux dire, en termes de... Ils ont séparé la série cette année, chacun une victoire par 1 point.
7-1 au cours de la saison. Statistiquement, ça se ressemble. Laval a peut-être été un peu plus performant au niveau du différentiel. Mais on s'entend qu'il y a une fois défensivement, rendu... mais nous, on était plus performants offensivement. Mais rendu à ce temps-ci de l'année, ça ne veut plus dire grand-chose, hein, honnêtement. Là. Non. Ça va vraiment Ça va être dépendre encore un jeu terrain. de celui qui fait le moins d'erreurs. Parce que tu vois, là, une des grandes différences, c'est là, les blessés, oui. Est-ce que Cloutier va être là? Ça, parce que c'est quand même l'homme. Est-ce que Cochon va être là? Cochon me dérange un peu moins que Cloutier. Là. Cochon, parce que. Cochon, contre nous autres, souvent, c'est celui qui emploie au lieu d'employer Cool, vu qu'on couvre mieux Cool. Je sais pas. Ouais, mais des bons receveurs, il y en a une chie, puis ils sont tous pareils. C'est pas ça. Moi, c'est pas mal plus sur les joueurs défensifs qui sont dominants. Moi. Un Lessard et un Cloutier, pour moi, c'est. Tu vois, Cochon n'était pas habillé, là, puis Cool a eu 175 verges de passe. Ouais, il y a eu une bonne journée. Parce que il fait partie des cibles préférées. Tu sais, si on regarde la game qu'on a eue à Montréal, là, la dernière, là, où en théorie, là, si la défensive avait joué comme du monde à la fin, il aurait dû closer ça. Là. On n'aurait jamais juste dû donner la dernière drive. Les 2 matchs contre Laval, notre gestion du chrono était mauvaise. Ouais. Donc, historiquement, là, ce que je dis tout le temps, moi, pour comment combat le Rouge et Or, c'est qu'on leur dit, on dit à Desjardins, broie-moi avec ton bras, puis on empêche le jeu au sol. Cette année, le jeu au sol est pas tellement bon. Depuis 2 ans, il est so-so, mais Desjardins, cette année, c'est qu'il découpe tout le monde. Fait que j'ai aucune idée comment il va falloir jouer, mais je sais une chose, c'est qu'il va falloir jouer avec les deux maraudeurs comme on a fait la dernière fois, puis s'assurer. Donc, il va falloir commencer à jouer à la première minute. Mais oui. Mais il y a beaucoup de ça. Ça va être mettre de la fucking pression sur Desjardins. S'il y a mal aux pieds, OK, on aura beau dire que c'était pas si grave que ça, là. S'il y a mal aux pieds, il va être moins mobile. S'il est moins mobile, déjà, c'est qu'il n'est pas capable de se protéger. S'il n'est pas mobile, puis qu'on réussit à mettre de la pression, puis ce coup-là, il faudra réellement que la défensive se dise « Fuck off, là, on ne lui donne pas de respect. » C'est ce qui est arrivé la dernière fois. On a voulu « OK, on ne sait pas, tu dois te faire mal. » Là, tu rentres dedans, tu te ramasses dans le côté, comme on a fait l'année passée. Puis si on réussit à pogner Desjardins une couple de fois, la game est finie. Ça va se jouer là, à mettre de la pression sur Desjardins. C'est vraiment là. Puis vous avez raison. Les débits devront jouer une solide game. Puis ça va aller là, c'est probablement pas. Ça va être du. Oui, parce que c'est les débits qui vont être clés dans ce match-là, parce que Laval aime ça jouer dans cette zone-là. Puis le 60 minutes, comme je disais. Le dernier match. Aux bombes, là. Ça fait 2-3 matchs que Laval essaie des longs jeux, là, puis que ça fonctionne, là, contre McGill, contre Concordia. Là. Leur attaque, c'est 2-3 grosses passes, puis c'est ça qui fait la différence. Ça a beaucoup été ça, Laval. Moi, j'ai pas souvenir d'une attaque de Laval qui traverse le terrain à coups de 8 verges. Ça a toujours été bang, à un moment donné, il y a quelque chose qui saute. T'sais. Non, c'était à coups de 12 verges. Tu te souviens pas, là, t'as tout le temps... Des courses. Oui, mais c'était tout le temps du petit jeu que du long jeu. Là. Puis nous autres, en attaque, il va falloir continuer à faire ce qu'on fait. On ne peut pas jouer dans le centre. On sera pas. Ben, si Cloutier n'est pas là, ça va être déjà plus facile. Là. Mais donc, de jouer du jeu au sol, déguisé en y allant, c'est là, c'est qu'on a des receveurs aussi qui sont capables de jouer dans le centre qu'on n'avait pas. Donne-leur pas trop de crédit, là, s'il te plaît. Là, ils ont eu une bonne game. Là. Donc. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, rajoute un logo, là. Ça donne une option de plus dans cette zone-là, par sa grandeur. Ça donne un dépanneur de plus. Là, je suis totalement d'accord. Puis si on met en plus... Même l'anglais, l'anglais, il y a eu 2 excellents matchs contre Laval cette année aussi. Il faut absolument que l'anglais soit là. Il faut absolument que l'anglais soit là. Puis s'il faut laisser Simon encore Simon Larose sur le sideline, ben on laissera Simon puis il reviendra l'année prochaine. Mais il faut absolument que l'anglais soit là. Puis Legault, il faut qu'il soit là. Puis là, il y a des gens qui parlent de peut-être du retour du 81. Croyez pas à ça, là. On n'a pas besoin. Mais on a besoin de la speed. On a besoin des gens qui vont être capables de pogner des ballons. Un peu comme Riopel a fait. Pogner des ballons
directement dans le trafic puis d'être Il va capable falloir que notre d'absorber jeu le au coup. sol fonctionne un peu pour écouler du temps. Ça n'arrivera pas, Tam. Je ne veux pas te faire peur, là, mais. Surtout si Dembélé ne joue pas, mais il va falloir trouver un moyen de générer. Éviter que ça soit des deuxièmes et longs. Je suis totalement D'après moi, d'accord avec Dembélé toi. va jouer. D'après moi, Dembélé va jouer. Là, Ouais, ça a été un retrait de dernière je crois au petit virus, moi. Puis Je sais pas. c'était McGill. On s'entend que si tu avais un doute, t'assoyais. Là, c'est il était sur le line-up envoyé aux médias. Fait que... Exact. Fait que je crois pas que c'est quelque chose de grave. Ça doit être quelque chose de regarde, reste sur le banc, on va se débrouiller. Puis c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ouais. Puis tu as raison parce que puis il faut avoir Dembélé. Il continue d'utiliser les fullbacks aussi en dépanneur. Là. Ça fait 3 matchs que ça fonctionne bien aussi. Là. Non, il y a un super bon équilibre. Puis je pense qu'on va avoir la grosse majorité des armes. C'est ça, c'est d'utiliser les joueurs porteurs de ballon dans cette zone-là courte, que ce soit en leur donnant directement le ballon ou en faisant des petites passes par-dessus la ligne de mêlée. Ça va se jouer sur pas grand-chose encore une fois. Mais là, je ne sais plus si on a le droit de dire que ça va se finir. Ça va être un match défensif, un 12-13 après le... je pense pas. Hey, si on retourne à un match de rush, ça va être décevant. C'est plus ça. Ça fait 2 ans que c'est plus ça. Les attaques sont trop fortes. Joe est trop fort. Desjardins est trop fort. Exact. Puis c'est plus des équipes de sol. Même si Laval a encore une O-line extraordinaire. Puis, don't get me wrong, ils ont une asti de grosse O-line. Puis, ils ont des incroyables porteurs de ballon. cette année, mais souvent dans les deuxièmes demi. C'est ça, ils ont des gros porteurs de ballon encore. Là, Vidal, puis Doff. Puis, c'est quoi le nom du 0 qui est un 2, qui est un 21? Là, Roy, je pense. Ben, lui, il est excellent. Ils ont des porteurs de ballon extraordinaires. Mais je ne sais pas. Ils ont leur fullback aussi qui est revenu au jeu, là, qui a eu 3 touchés au sol. Ça ne marche pas avec nous autres, ça, ce jeu-là. Ils peuvent bien l'essayer, mais ça n'a jamais marché. Quand ils utilisent c'est pas un fullback, là, c'est un tight end, là, ça n'a jamais marché, cette histoire-là. Ça marche avec ça marchait avec Dallaire. J'ai bien plus peur du bras. J'ai bien plus peur de Cool dans le slot qui va se mettre à rire de nos débits. C'est ça qui me fait peur. Couvrir Cool, pas échapper de ballon, puis réussir nos placements. On revient à l'exécution. Donc, voilà, c'était l'épisode pour cette semaine. Un petit rappel. C'est à Québec. Si vous voulez acheter vos billets, s'il n'est pas trop tard, faites-le tôt. Le tailgate commence à une heure ridicule du matin. Le match est à midi. Il est à TVA Sport. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ça va se jouer dans la dernière minute, fait que regardez-le du début à la fin. Merci d'avoir été là cette semaine. On remercie encore une fois SPG, Molson Coors et Sev. On a remis notre bourse cette semaine, donc si vous voulez encore encourager la cause et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous inscrire 40$ pour devenir un membre montagnard. Le code QR est à l'écran. Et suivez-nous sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter. Je dis encore Twitter. Instagram, etc. Tout le monde dit Twitter. Pourquoi on vit dans le passé pour et YouTube. Et YouTube, que vous êtes peut-être en train de regarder. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Bon match samedi.